Et non, beaucoup de mémoire vive ne sert absolument à rien si vous ne l'utilisez pas. Et oui, c'est l'autre idée reçue qu'on reçoit assez souvent concernant ce genre de machine-là, dont il y a la plus grande partie de démontée. C'est d'ailleurs assez incroyable de voir à quel point c'est petit quand on garde que l'essentiel. Donc qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, non, beaucoup de mémoire vive ne sert absolument à rien, mais alors absolument à rien. On voit des ordinateurs que vous pouvez acheter sur eBay qui sont de pures arnaques, avec 64 Go de mémoire vive. Avec 64 Go de mémoire vive, vous pourrez installer dans votre mémoire vive, si on pouvait installer quelque chose dans votre mémoire vive, bien entendu, installer dans votre mémoire vive à peu près la moitié du catalogue de tous les logiciels que vous pouvez avoir l'utilité un jour dans toute votre vie. Enfin, je veux dire, c'est absolument n'importe quoi. Donc, je veux dire, installer le logiciel, hein, je parle pas l'ouvrir. Parce que bien entendu, il y a une différence entre la place que ça prend sur le disque et la place que ça prend dans la mémoire vive. Il peut y avoir des tout petits programmes de rien du tout qui font quelques KO, qui prendront 4 Go de mémoire vive, comme il peut y avoir des programmes qui font 32 Go sur votre disque dur, qui feront en mémoire vive que 4 Go par exemple. Donc bon, pour revenir au truc, voici encore cette vieille carte mère que j'ai choisie pour l'exemple parce qu'elle est démontée et que malheureusement elle n'a pas de boîte, alors autant lui trouver une utilité. L'utilité, c'est la démonstration. Alors donc, voici donc de la mémoire vive, de la vieille mémoire vive, de la vieille et dégueulasse mémoire vive, qui doit, à mon avis, avoir besoin d'un petit peu de décapage sur les connecteurs pour fonctionner. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos-là? Oui, de la mémoire vive. À quoi ça sert d'avoir beaucoup de mémoire vive? Ça sert absolument à rien si vous ne la remplissez pas, parce que il faut savoir qu'un truc, c'est que la mémoire vive non utilisée, elle ne sert à rien. Elle est inerte. Bien entendu, les systèmes d'exploitation modernes, comme les dernières versions de Windows, Linux depuis un bon moment, macOS sûrement, j'en sais rien, j'ai jamais vérifié. Vu que macOS c'est un système d'exploitation qui est extrêmement opaque, j'ai jamais réussi à savoir ce qu'il faisait de... Ouais non, il me semble que les dernières versions sont moins opaques à ce niveau-là. Mais enfin, en tout cas... j'ai jamais su, vu que ça fait longtemps que j'utilise plus ce système d'exploitation, j'ai jamais su ce qui faisait de la mémoire vive en RAB. Mais voyez, les systèmes d'exploitation modernes utilisent ce qui reste de mémoire vive, c'est-à-dire tout ce qui est inutilisé, pour stocker ce que vous avez ouvert et utilisé dernièrement. C'est-à-dire en gros, si vous avez ouvert une vidéo, vous la fermez, par exemple, vous avez fini de la lire, et que vous la rouvrez, et ben il n'aura pas besoin de la relire sur le disque dur. Vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, je vais pas forcément regarder 2 fois le film de suite. Et ben oui, c'est un peu ça le problème, c'est que cette fonction-là qui permet de garder ce qui a été lu récemment sur le disque dur en mémoire vive est très très peu utile sur les gros fichiers, parce que les gros fichiers, on va pas souvent les lire plusieurs fois de suite. On les lit une fois, on les lit du début à la fin, et après c'est tout. On en lit petit bout par petit bout, ou alors tout simplement on en lit un bout et tout le reste on n'a pas besoin de le lire. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Il n'y a pas beaucoup d'utilité à avoir beaucoup de mémoire vive. Par contre, quand vous avez un petit peu de mémoire vive en trop, on va dire 200 MO de mémoire vive en trop, c'est toujours une bonne chose à avoir. 200 MO de mémoire vive en trop, ou plus encore, mais pas beaucoup plus, hein. 1 Go de mémoire vive en trop, vous commencez déjà à être dans quelque chose d'inutile. C'est-à-dire qu'en gros, si vous utilisez dans une utilisation normale, comme par exemple le Firefox ouvert avec le nombre d'onglets que vous avez l'habitude d'ouvrir, et si vous avez l'habitude par exemple de lire un film par-dessus Firefox, et par-dessus ce film vous avez l'habitude d'utiliser, je sais pas, un client BitTorrent, un truc pour graver les CD, peu importe, hein, des trucs comme ça que vous utiliserez en même temps. Si tous ces trucs ouverts en même temps remplissent que 3 Go de mémoire vive, et que vous avez 4 Go, vous pouvez estimer que vous en avez largement assez pour votre utilisation. Pas besoin d'en avoir 8, ça ne ferait que gaspiller un peu d'argent quand vous ferez le montage du PC, ou tout simplement gaspiller des ports, etc. Ou encore plus, si vous avez plus de barrettes de mémoire vive et que vous pouvez en enlever la moitié et avoir toujours les mêmes performances, eh bien vous avez moins de risques que votre ordinateur tombe en panne, parce qu'une barrette de mémoire vive a fini par avoir un petit peu de corrosion au mauvais endroit, qui fait que la barrette de mémoire vive n'est plus reconnue, ou est devenue instable, il y a des plantages, ce genre de conneries. Enfin, vous voyez ce genre de truc.
Et donc, qu'est-ce que je disais à ce propos-là? Oui, donc 4Go, donc vous serez enfin, totalement utile si vous ne les remplissez pas dans votre utilisation quotidienne de votre ordinateur. Si vous voyez qu'en jouant à un certain jeu, vous dépassez l'utilisation de mémoire vive que vous avez réellement dans votre ordinateur, c'est-à-dire vous avez un truc où il y a marqué dans le moniteur système, c'est-à-dire CTRL Alt et Sub sous Windows, sous Linux, bah faut aller le chercher dans le menu, il s'appelle moniteur système, sous macOS, il doit s'appeler aussi moniteur système, il doit être quelque part dans application, préférence, ou système, ou je sais pas quoi, enfin, un des dossiers un peu obscurs, cachés dans un coin. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, donc voilà, oui, si vous avez un truc où il y a marqué espace d'échange ou swap ou des trucs comme ça, enfin ça veut dire la même chose. Et bien, et que vous voyez que votre mémoire vive à côté, vous voyez, elle est par exemple remplie à 3,8 Go alors que vous en avez 4, et vous voyez qu'il y a marqué espace d'échange, et là qu'il y a marqué que 400 MO sont utilisés sur l'espace d'échange, là vous pouvez commencer à vous dire, tiens, ça pourrait être une bonne idée d'investir dans un tout petit peu plus de mémoire vive, ou si ça vous dérange pas trop parce que votre ordinateur il rame pas encore beaucoup, vous pouvez quand même commencer à vous poser la question en vous disant peut-être que mon prochain ordinateur je prendrai 8 Go. Vous voyez ce genre de truc là. Mais si vous voyez que vous êtes par exemple à 2,3 Go et que swap il y a marqué 0, ça veut dire que vous n'avez pas du tout utilisé le disque dur parce que en gros il y a un truc sur le disque dur, une sorte de petit espace d'échange comme on dit, c'est-à-dire une sorte de fichier qui est sur le disque dur, qui est rempli de la mémoire vive qui n'est plus utilisée qui est utilisée le moins souvent possible pour ne pas avoir à aller la lire sur le disque dur, et en gros elle est transvasée sur le disque dur pour faire de la place à des programmes qui en ont vraiment besoin. Tant que vous utilisez pas beaucoup de swap, ça va encore. Mais si vous commencez à utiliser genre 1 Go de swap, peu importe ce que vous avez de mémoire vive sur le côté, là vous pouvez commencer à vous dire oh là là, ça va commencer à ralentir votre PC considérablement quand au moment où l'ordinateur se dira oh je manque de place, il faut que je déplace ici. Donc vous voyez, c'est à ce moment-là où il faut se dire là il y a besoin de changer de mémoire vive. Mais si vous avez absolument pas touché le swap, c'est-à-dire en gros si vous dans une utilisation quotidienne vous avez bien utilisé votre ordinateur, après avoir fini de l'utiliser, vous ouvrez le moniteur système, vous regardez espace d'échange, il y a marqué 0 ou 200, ou des trucs comme ça, enfin un truc qui est, on va dire, relativement anecdotique. Mais si c'est carrément 0, là vous avez même pas besoin de vous poser la question, là vous avez largement assez de mémoire vive. Et donc comme je disais, la mémoire vive inutilisée, celle qui reste dans l'ordinateur, enfin qui reste dans la vide au-dessus en gros de la mémoire vive déjà utilisée, eh bien cette mémoire vive inutilisée est utilisée comme espace de cache en gros. C'est un espace qui permet en gros de, comme je le disais, de conserver les programmes que vous avez ouverts récemment. Genre par exemple vous avez fermé Firefox et vous le rouvrez directement. Et ben là, il n'aura pas besoin d'aller chercher sur le disque dur. Il était ouvert avant, les fichiers étaient déjà en mémoire, et bien le truc est fermé, le truc se trouve en un éclair. C'est pour ça que quand vous rouvrez un programme une deuxième fois après l'avoir ouvert et fermé, l'ouverture se fait beaucoup plus rapidement que la première fois où vous avez ouvert le programme. Ça c'est grâce à ça en fait, c'est grâce à ce fameux système que le programme met plus de temps à s'ouvrir la première fois que la fois précédente, parce qu'un disque dur est beaucoup plus lent que la mémoire vive bien entendu. Et donc souvent les programmes sont composés de tout petits fichiers, des trucs comme ça, et ils ont souvent besoin de pas grand chose sur le disque dur, ils vont aller chercher quelques octets quelque part, etc., etc. Et donc cette mémoire vive sert à faire en sorte de ne pas avoir à aller chercher ça dans le disque dur pour utiliser la pleine bande passante, le maximum de ce que peut donner le disque dur au moment où vous avez réellement besoin de copier des fichiers ou des trucs comme ça pour pas avoir à paralyser votre ordinateur. Mais même avec un ordinateur où vous avez l'habitude d'utiliser genre 4 Go de mémoire vive et que vous en avez 8 ou des trucs comme ça, les 4 Go qu'il y a au-dessus seront souvent remplis de trucs complètement inutiles. Genre par exemple la vidéo que vous avez lue il y a déjà 3 heures, ce genre de conneries, je sais pas, des trucs tout bêtes comme... Qu'est-ce qu'il peut y avoir de con comme ça? Oui, des fichiers que vous avez transvasés de votre clé USB à votre disque dur, mais que vous n'avez pas forcément envie de les utiliser maintenant. Bah, vous les avez transvasés, ils sont dans la mémoire vive, ils restent dans la mémoire vive, mais vous les utiliserez que après avoir éteint et rallumé l'ordinateur. Et bien entendu, après avoir éteint et rallumé l'ordinateur, vous avez purgé l'intégralité de la mémoire vive. Donc,
complètement inutile, encore une fois. Même si vous mettez en veille votre ordinateur, souvent ce truc-là est purgé. Il me semble que sous Linux c'est pas purgé depuis les toutes dernières versions, mais autrefois c'était purgé, je sais pas trop pour quelle raison. Peut-être parce qu'il y a la possibilité que le disque dur soit remplacé, qu'on ait moins de mémoire vive, parce que je sais qu'il y a les capacités dans les serveurs, pas dans les ordinateurs normaux, mais dans les serveurs, on peut enlever de la mémoire vive pendant que l'ordinateur est allumé parfois. C'est-à-dire on se dit tiens j'ai pas assez de mémoire vive, au lieu d'éteindre l'ordinateur, on le met juste en mode pause ou je sais pas quoi, on lui dit de tasser toute la mémoire vive au même endroit, ensuite hop on rajoute quelques barrettes de mémoire vive en plus, et ensuite on lui dit c'est bon tu peux retourner, et sans avoir à redémarrer l'ordinateur, et ben il se dit tiens il y a plus de place. Puis là, il a plus besoin d'utiliser le disque dur. Enfin, vous voyez, ça c'est vraiment des trucs fun. On peut même ajouter des cartes PCI quand l'ordinateur est allumé. Enfin des cartes PCI Express maintenant. Ce sont des petites fonctions comme ça qui sont pas du tout utilisées dans les ordinateurs normaux, les ordinateurs de bureau et tout ça, parce qu'on n'a quasiment jamais besoin de se dire tiens, il me faudrait une carte réseau en plus. Et j'ai pas envie d'éteindre mon ordinateur. C'est celle-là, là franchement c'est vraiment inutile. Et je crois que j'ai fait le tour de ce sujet-là. Après, où est l'utilité d'acheter moins de mémoire vive? Eh bien tout simplement parce que très souvent les cartes de mémoire vive, enfin les barrettes de mémoire vive, je veux dire, ce qu'on appelle ça des barrettes. Donc les cartes de mémoire vive qu'on appelle des barrettes comme dans les cheveux, qui contiennent moins, sont souvent plus performantes. Parce que elles existent depuis plus longtemps, donc du coup les puces qui sont utilisées pour faire ça sont des puces de densité plus forte mais en moins grand nombre, donc ça chauffe moins, donc on peut s'amuser à les overclocker. Donc overclocker ça veut dire en gros les utiliser à une vitesse supérieure à la vitesse pour laquelle ils ont été conçus. Le seul truc c'est qu'ils ont été conçus, attention là je vous explique le truc parce qu'il y a une magouille là-dedans de la part des constructeurs. Elles ont été conçues pour une certaine vitesse qui est souvent au-delà de la vitesse qui est marquée sur la barrette. Sur la barrette, il y a marqué, par exemple, DDR2 800. Un bas de gamme que vous avez acheté que dalle. Eh bien, comme ils vont pas se faire chier à créer d'un côté dans une usine des puces foireuses pour les barrettes foireuses et des bonnes puces pour les barrettes haut de gamme, eh bien ce sont souvent les mêmes puces qui sont sorties à la chaîne de la même usine, strictement les mêmes, qui sortent donc en pagaille, et comme ils font strictement les mêmes, mais qu'ils en font 2 fois plus, ça leur coûte quand même moins cher. Et donc ils les testent pour les hauts de gamme, ils en prennent quelques-unes, ils les testent, ils voient, tiens, ça marche pour les hauts de gamme, ils les soudent sur des hauts de gamme. Et les autres, eh bien, ils les testent quand même pour voir si ça marche à des vitesses bas de gamme, mais ils les testent pas pour voir si ça fonctionne sur les vitesses haut de gamme. Mais très souvent, comme ils sortent de la même usine, elles fonctionnent aussi à vitesse haut de gamme, sans avoir augmenté leur voltage, sans qu'elles chauffent plus, sans qu'elles soient inadaptées et tout ça. Et donc, du coup, ces mêmes barrettes qui sont faites normalement pour des fréquences inférieures, eh bien, vous les mettez dedans, vous les augmentez pour, vous voyez, vous avez par exemple des 800 que vous augmentez à 1066, ce qui est quand même une gamme au-dessus, voire à 1333, des fois ça marche, eh bien, vous aurez des barrettes qui avancent vraiment beaucoup plus vite. Et ça, c'est un truc, et pour un prix que dalle, quoi, vraiment, ça montre bien qu'il est bride exprès pour, en fait, parce qu'il y a moins de demandes de trucs haut de gamme en fait. Donc comme il y a moins de demandes de trucs haut de gamme, ils peuvent pas fournir toutes les puces qui sont de bonne qualité. Et d'ailleurs, il est de leur il est important pour eux qu'ils sortent beaucoup de puces haut de gamme pour pouvoir, quand ils ont beaucoup de commandes haut de gamme, supporter ces commandes de puces haut de gamme. Donc du coup, il se trouve que quasiment toutes les puces qui sortent de leur usine sont de très très bonne qualité, et avoir un très bon rendement de bonnes puces leur permet aussi de se dire tiens, on va peut-être pouvoir commencer à faire des trucs encore plus haut de gamme, vous voyez. Et donc comme elles sont encore plus haut de gamme, il y en aura moins qui se qualifieront pour aller sur ces barrettes encore plus haut de gamme, mais il y en aura encore plus, et c'est comme ça qu'ils tirent comme ça les capacités et leur vitesse vers le haut, quoi. C'est parce qu'ils se donnent comme ça plus ou moins un défi que leur impose j'allais dire public, mais j'arrive pas à trouver leur consommateur en gros.
Et voilà, bon, juste pour dire, on peut acheter des trucs moyens de gamme, et vous savez, overclocker, on dit souvent, oh là là, overclocker c'est risqué, c'est totalement faux. Mais surtout, overclocker, c'est pas que pas risqué, c'est aussi facile. Si vous savez aller dans le BIOS, et que vous savez modifier 2-3 paramètres dans le BIOS, eh ben, il suffit tout simplement d'aller dans le BIOS. Bien entendu, il faut une carte mère qui le supporte. Les cartes mères qui sont fournies dans des ordinateurs que vous achetez, des ordinateurs de marque, genre Packard Bell, HP comme hyper pourri, ou Toshiba, Sony, enfin bon, Sony, je sais pas s'ils font pas que des ordinateurs portables d'ailleurs maintenant, Dell, enfin vous voyez ce genre de truc, très souvent on peut absolument pas les overclocker, vous pouvez oublier le principe d'overclocker le truc. Mais même sans overclocker, acheter des moyens de gamme sont toujours une meilleure idée que d'acheter des très hauts de gamme, surtout si vous en êtes pas sûr d'avoir l'utilité. Parce que si vous êtes sûr que ça vous donnera 1% de performance de plus, déjà vous pouvez vous questionner sur est-ce que ce pourcent de performance est vraiment valable, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un truc à 300 € de plus pour 1% de performance, je sais pas trop. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'il faut aussi se poser la question. Par contre, si vous êtes sûr que dans la chose que vous faites avec votre ordinateur, par rapport à des moyens de gamme, vous gagnerez par exemple 10% de performance, là vous pouvez vraiment vous poser la question. Mais entre le haut de gamme classique, vous voyez celui qui est abordable, et le très haut de gamme totalement inabordable, là par contre il y a vraiment que dalle de pourcent de performance, un truc genre ça peut être entre 2 et 0,1 quoi. Par contre le prix encore une fois est entre 20% de plus cher et 40-60% plus cher. Là par contre vous voyez que c'est pas vraiment rentable. D'ailleurs aussi un autre truc qu'il faut considérer, c'est l'occasion dans ce genre de truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par se rendre compte que ça leur a pas été très utile, ou des gens qui sont obligés d'en changer tout le temps parce qu'ils se rendent compte que leur pourcent de performance en plus est pas tellement valable. Alors à chaque fois ils se trouvent une justification, oh là là il y a encore un truc qui me fera gagner 1 milliardième de pourcent de personne. Enfin bon voilà. Enfin bon, il y a vraiment des gens qui arrêtent pas d'acheter du matériel haut de gamme. Moi j'ai le même PC depuis combien de temps déjà? Ça doit faire 3, 4, peut-être presque 5 ans que j'ai le même PC, un truc qui commence vraiment à bien dater. Je peux vous dire qu'au niveau des performances, vu que c'est un truc fait à base que de puces moyen de gamme, totalement overclocké dans tous les sens, parce que j'ai choisi exprès des trucs qui étaient connus, il faut fouiller un peu les forums pour être overclocké. Mon ordinateur est encore assez performant pour être en compétition, on va dire, plus ou moins avec des trucs moyen de gamme tout à fait corrects quoi. Et c'est que des puces d'occasion aussi que j'avais acheté à l'époque déjà. Et donc du coup le prochain truc que je conseillerais à acheter, on va dire dans le on va dire plus ou moins haut de gamme, une fois overclocké, hyper haut de gamme, c'est le Core i7 2600K qui est un quad-core qui est déjà à fréquence assez haute, je crois que c'est 3,4 GHz, mais que vous pouvez overclocker dans les 5 GHz, au moins 4 GHz, si vous voulez faire un truc facile et pas risqué du tout. Et là franchement vous en aurez pour votre argent et pour très longtemps, parce que le Core i7 2600K, regardez le prix d'occasion, c'est à peu près correct. Et donc à ce prix-là, vous aurez un ordinateur qui vous fera encore 5 ans. Donc j'hésite d'attendre encore un petit peu, voir s'il y a une autre bonne affaire après le Core i7 2600K qui soit du même niveau, pour pouvoir attendre encore un temps, genre par exemple attendre qu'il y ait des très bonnes affaires dans les trucs overclockables, mais cette fois-ci entre 6 et 8 cœurs et non pas 4 cœurs, parce que ça c'est encore une autre vidéo qui va venir, mais avoir plein de cœurs ne veut pas dire avoir plus de performance. Encore une fois, et non, je le répéterai jamais assez, il faut avoir l'utilité de ces 6 cœurs. Si vous faites de l'encodage vidéo, 6 cœurs, vous aurez l'utilité de ça. Si vous faites des trucs comme par exemple aller sur internet et tout ça, un cœur vous suffirait. Pas de chance, les processeurs avec un seul cœur n'existent plus. Mais bon, 2 cœurs, ça a l'utilité même si vous faites des trucs... Bon bref, je vais pas vous faire la vidéo qui va suivre. Donc, que dire d'autre? Donc oui, vaut mieux investir dans ce qui vous suffira de mémoire vive plutôt que d'investir dans trop de mémoire vive, et utiliser l'argent que vous aurez économisé à acheter moins de mémoire vive en quantité pour acheter plus performant mémoire vive en quantité, parce que
vous voyez, on peut acheter du moyen de gamme avec 16 gigas enfin gigaoctets, faut préciser, parce que 16 gigas en lui-même ça veut rien dire, hein. 16 gigas quoi, 16 gigas patates, 16 gigawatts, je veux dire, enfin voilà quoi. Donc 16 gigaoctets de mémoire vive, vous aurez souvent pour le même prix de la mémoire vive bien moins performante que si vous achetez 8 gigaoctets de mémoire vive. Et là, la performance se ressent vraiment, hein. Là, c'est pas c'est pas un truc impalpable du style 1% de performance en plus. Non, là, si vous faites des trucs genre de l'encodage vidéo, enfin, l'encodage vidéo, c'est un exemple parmi tant d'autres dans des trucs qui utilisent énormément le processeur. Il y a aussi la compression de données. Enfin, j'ai pas beaucoup d'exemples parce que pour les exemples du quotidien de nos jours, c'est vraiment des exemples ridicules parce que de nos jours, lire une vidéo, c'est plus un exemple où un ordinateur a vraiment besoin de beaucoup de performance. Un exemple où un ordinateur a beaucoup besoin de performance, c'est plus la lecture vidéo comme je le disais, naviguer sur internet ou des trucs comme ça. Autrefois, naviguer sur internet, faut quand même se rendre compte que naviguer sur internet, ça faisait faire des pics à 100% d'utilisation du processeur. Maintenant, ça le fait encore, hein, mais ils sont tellement courts. Pour une vidéo, c'est encore pareil. Si vous lisez une vidéo en HD, les processeurs haut de gamme actuels, je parle pas des netbooks, hein, je parle des ordinateurs de bureau, ou des ordinateurs haut de gamme, ordinateurs portables, je veux dire, relativement modestes, hein, parce que même pas dans les hauts de gamme, hein, même un truc d'occasion qui a 3 ans, si vous regardez une vidéo en HD dessus, vous utiliserez quoi, 40% du processeur, en HD 1080p, ou 80% du processeur, enfin je veux dire, c'est pas encore assez pour que vous ayez vraiment à vous soucier de la mémoire vive. Donc voilà, quoi, c'est... bah voilà, je crois que j'ai fini là-dessus. Privilégier de la mémoire vive rapide contre beaucoup trop de mémoire vive, parce que de la mémoire vive rapide, vous avez des chances de trouver des performances en plus. De la mémoire vive en trop, c'est de la mémoire vive en trop. Ça porte bien son nom, de la mémoire vive en trop, hein. C'est pas un abus de langage pour dire c'est de la mémoire vive comme ça, quoi, qui a pas beaucoup d'utilité. Non, c'est de la mémoire vive qui a strictement aucune utilité. Cette mémoire vive vous sera en gros juste un souci supplémentaire en cas de panne, ou je suis pas sûr que de nos jours ce soit encore valide comme argument, mais autrefois il y avait un truc, c'est que quand on avait plusieurs barrettes de mémoire vive, le Northbridge, maintenant le processeur, vu que c'est le processeur qui gère ça, avait à scanner les barrettes de mémoire vive les unes après les autres. Donc bien entendu maintenant il y a le dual channel qui fait que 2 barrettes de mémoire vive sont comprises comme une, donc en gros il a juste à scanner plusieurs bancs de trucs comme ça. Mais voilà quoi, c'est je veux dire, des trucs aussi stupides que 32 Go de mémoire vive ou 64 Go de mémoire vive, même dans les serveurs vous aurez rarement tendance à voir ça. Et quand je dis des serveurs, c'est des trucs qui font tourner, je sais pas, des gros sites, quoi, hein. Genre, pas des gros sites comme Price Minister, enfin, mais des sites modestes, quoi, mais qui ont du trafic, quoi. Des sites comme eBay, Price Minister, je suis même pas sûr qu'ils utilisent des ordinateurs avec 64 Go de mémoire vive, hein. Ils doivent préférer avoir plusieurs ordinateurs avec moins de mémoire vive, ou alors des ordinateurs avec énormément de processeurs. C'est-à-dire en gros des ordinateurs avec 4 processeurs qui ont eux-mêmes 8 cœurs chacun, vous voyez, ce genre de conneries. Donc là il y aurait 16 Go de mémoire vive par processeur, ce qui ferait en tout 64 Go de mémoire vive. Vous voyez, ça veut dire qu'en gros c'est comme si cet ordinateur contenait 4 fois votre ordinateur et il aurait tout de suite moins de mémoire vive que le vôtre. Donc bon, bien entendu, il faut quand même garder à l'esprit que tout ce qui est jeux vidéo aussi sur ordinateur, ce sont des trucs qui consomment énormément. Donc là, Ctrl-Alt Sup est votre ami, hein, regardez le jeu qui en ce moment a l'air de consommer le plus de RAM, regardez si vous êtes encore dans le coup, et bien entendu, comme je disais, si vous achetez par exemple on va dire 8 Go sur 3 barrettes de RAM, il reste encore 6 ports libres
libre pour pouvoir mettre 8 Go de plus, hein. Donc il n'y a pas de souci avec ça, hein. S'il y a plein de ports pour pouvoir faire des extensions sur les ordinateurs de bureau, c'est fait exprès, c'est pas fait pour que vous achetiez directement dès le départ ce que vous utiliserez comme mémoire vive quand votre ordinateur vous le revendrez, vous le foutrez en l'air ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez foutre en l'air un ordinateur, pensez à moi. Bon bref, parenthèse à part quand même redire une dernière fois que vos poubelles sont parfois mes trésors, donc si vous avez un vieil ordinateur tout pourri, n'hésitez pas, enfin bon bref, cette vidéo s'éternise sur les détails comme ça, mais bon, je trouve ce sujet passionnant, donc d'ailleurs c'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus et que j'arrive jamais à m'arrêter à la terminer. Donc il faut bien que je me décide au bout d'un moment, hein. Je vais pas vous répéter encore une fois qu'il vaut mieux moins de mémoire vive, surtout qu'encore une fois, je vous disais, vous pouvez rajouter de la mémoire vive ensuite, cette mémoire vive aura baissé de prix, un truc de dingue, quoi, quand vous ferez votre ajout qui vous permettra de doubler votre mémoire vive en plein milieu de la vie de l'ordinateur. Donc pensez un petit peu aux économies, on est en temps de crise, hein. Si vous avez l'argent pour renflouer les caisses d'Intel, non je déconne, ils en ont pas besoin, donc c'est pas la peine que vous gaspillez votre fric. Même si vous avez énormément de fric, que vous êtes plein aux as et tout ça, pensez à faire quelques économies, en plus ça rend moins bête d'y réfléchir, parce que réfléchir à ce genre de comment dire d'utilité au niveau des composants, à quoi ils servent, est-ce vraiment utile et tout ça, ça permet aussi dans un sens de savoir mieux comment fonctionne son ordinateur, et donc même si vous achetez du haut de gamme ou que vous achetez en trop, je ne sais quoi, ça permet aussi des fois de déceler des trucs qui profitent en gros que vous ayez énormément de fric pour vous vendre n'importe quoi qui n'a absolument aucun rapport avec des performances améliorées. Parce que faut savoir un truc, c'est que aussi la quantité de mémoire vive, c'est un truc marketing maintenant, hein. Faut quand même, à une époque, quand on devait choisir un ordinateur, c'est-à-dire à cette époque, quand tu trouvais un SMS, quand tu trouvais un ordinateur avec marqué 128 MO de mémoire vive et un autre avec marqué 512 MO de mémoire vive, il y avait vraiment des préoccupations qui entraient en jeu en se disant 128 MO de mémoire vive, je vais vraiment être juste, mais en même temps ça coûte moins cher, donc du coup je préfère utiliser le disque dur pour swapper, vous voyez l'espace d'échange dont je parlais, parce que autrefois c'était vraiment très très cher la mémoire vive. Maintenant la mémoire vive ça coûte que dalle, alors du coup au lieu de mettre un processeur avec plus de puissance ou de la mémoire vive avec plus de puissance, enfin plus de performance et tout ça, eh bien ils préfèrent, alors que ça leur coûterait le même prix d'avoir de la mémoire vive avec plus de performance, mais ils auraient du mal à le marquer sur l'étiquette. Vous voyez sur l'étiquette ils marqueront un truc du style mémoire vive 8 Go DDR3 machin truc, je sais plus comment il les note maintenant, PC 5800, je sais pas quoi, enfin bon vous voyez ce genre de truc, et à côté il y a l'autre, l'utilisateur lambda il comprend pas ce que ça veut dire, il y en a un avec 4800 et l'autre avec 5600 par exemple, il se dit ok ça doit être mieux mais bon j'en sais trop rien. Par contre le nombre de Go ça lui parle, alors que par contre il pense vraiment que ça va être mieux. Contrairement aux 5800, aux 5600 et 4800, vous voyez, là il sait pas trop, il est dans le doute. Alors que c'est dans le cas des 32 Go au lieu de 16, c'est dans ce cas-là qu'il se fait souvent arnaquer, vous voyez, suivant son utilité de l'ordinateur. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Petite information, avec à peu près 100 onglets d'ouvert, voire plus encore, oui je sais, je fais n'importe quoi avec Firefox, je sature à peine mes 4 Go de RAM que j'ai actuellement. Oui, mon ordinateur, il a encore 4 Go de RAM et ça me suffit parfaitement. Sous Windows, j'aurais peut-être besoin de 8, mais sous Linux, ça va encore parfaitement 4 Go de RAM. Donc, voilà, pour vous faire une petite indication, faut vraiment le faire exprès pour saturer 8 Go de RAM. Faut vraiment le faire exprès, faire du jeu vidéo... et utiliser les derniers jeux ou je sais pas quoi, enfin vous voyez c'est le genre de truc. Par exemple vous n'allez pas acheter un ordinateur pour votre grand-mère avec plus de 4 Go de RAM, là franchement là c'est vraiment gaspiller votre fric et donner de l'argent à Pacarbel par exemple. Bon allez, je conclus là et salut à tous et à la prochaine.